Ravi de vous retrouver sur i24 News, c'est le morning. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité, 2 heures de direct dont voici tout de suite le sommaire. Les restes de 1700 soldats découverts dans d'immenses fosses communes, des soldats chiites massacrés près de Tikrit par des combattants de l'État islamique. On fait la lumière sur cette affaire dans quelques instants. Le ping-pong médiatique continue. Barack Obama répond à Benjamin Netanyahou. Pour le président américain, la reconnaissance d'Israël par l'Iran n'est donc pas une condition sine qua non à la signature d'un accord définitif sur le programme nucléaire de la République islamique. Alors à quoi sert cette stratégie menée par Netanyahou? Tentative de réponse dans un instant. Des sanctions internationales, peu de pays en ont subi autant que l'Iran depuis 1980. En juin 2013, Hassan Rouhani est élu président, mais avec une mission, lever les sanctions contre son pays. Cette camisole financière a tari les investissements étrangers, entravé les échanges et nourri une inflation à 2 chiffres qui a grimpé à 70%, sans parler du chômage très élevé. Alors est-ce l'heure du renouveau économique qui a sonné pour l'Iran et les investisseurs? On en parle dans cette édition. Et puisque l'économie est bien le nerf de la guerre, c'est Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui est attendu aujourd'hui en Iran. Si politiquement et diplomatiquement tout semble opposer les deux pays en quête d'hégémonie, cette visite sera concentrée sur l'augmentation des échanges commerciaux entre Ankara et Téhéran, ainsi que les grandes questions régionales. On tentera de comprendre ce que cela veut dire avec nos invités et spécialistes. Voilà donc pour l'essentiel des titres que nous développerons dans cette édition. Avec moi sur ce plateau, j'ai l'honneur d'être en compagnie de Freddy Ethan. Bonjour, ancien diplomate. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Dan Katarivas, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des relations extérieures du patronat israélien. On parlera dans quelques instants de cette aubaine économique, s'il en est, que peut représenter cette levée des sanctions en Iran. Mais pour l'heure, je voudrais qu'on se concentre sur cette découverte à Tikrit. 1700 restes de soldats qui ont été découverts. Nous sommes en ligne avec Antoine Sfer. Antoine, bonjour, vous êtes directeur des Cahiers de l'Orient. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, c'est pas le premier charnier que l'on découvre et dont l'État islamique serait à l'origine. Bonjour, non, bien entendu, ce n'est pas le premier. Il y en a eu d'autres à Mossoul et on a peur, on craint qu'il y en ait quelques-uns qu'on n'a pas encore découverts. C'est l'habitude de cette organisation terroriste de l'État islamique autoproclamée de massacrer notamment les soldats du régime irakien, c'est-à-dire des chiites, eux-mêmes étant un État islamique sunnite, le califat, et d'autre part, tout ce qui n'est pas eux, autrement dit, toutes les minorités. On a peur qu'il n'y ait aux alentours de Mossoul, dans les 2 villages Yazdi qui ont été également pris par cette organisation, des charniers Yazdi, donc toutes les minorités, les chrétiens également, puisqu'il y a énormément de familles chrétiennes qui ont disparu dans la région de Mossoul avant de se réfugier dans le Kurdistan irakien. Donc c'est une habitude dans la mesure où les scènes de décapitation pour eux sont surtout un élément de propagande mise en scène d'une manière assez remarquable d'ailleurs par des membres de l'État islamique occidentaux qui ont fait des études, semble-t-il, aux États-Unis et de communication, et le reste, bien entendu, passe aux fosses communes. Alors, vous parliez d'Irak, on ne peut pas s'empêcher de penser aujourd'hui à Yarmouk. Yarmouk, on a entendu les appels de l'ONU au sujet de Yarmouk. Est-ce qu'on risque de retrouver le même style de scène bouleversante? Oui, à Yarmouk, en Syrie également, du côté de Deir ez-Zor. Donc, il y a réellement aujourd'hui beaucoup de charniers qui ne sont pas encore retrouvés, mis à jour, et malheureusement on risque d'avoir des horreurs et des exemples d'atrocités de la part de cet État islamique autoproclamé.
Merci beaucoup Antoine Serre, directeur des Cahiers de l'Orient. Donc merci d'avoir répondu à nos questions. Freddy Ethan, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Oui, deux choses. C'est que, hélas, les charniers, vous savez, ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale. On a connu même en Europe, lors des combats au Kosovo. Et ce qui va être aggravé, la situation, c'est la revanche des Iraniens. C'est-à-dire qu'on va s'attendre à un autre massacre du côté iranien vis-à-vis donc de l'État islamique, d'une autre bataille. Et là, les combats seront très acharnés. Et là, ça sera aussi dans un contexte beaucoup plus régional. On a parlé de Yarmouk contre les Palestiniens, contre les chrétiens d'Orient et évidemment contre Daesh. Et cela compliquera évidemment la tâche aussi des États-Unis. Et c'est ça qui est aussi intéressant, parce que si les États-Unis soutiennent les chiites dans leur combat contre Daesh, les États-Unis doivent réagir aussi à ce massacre. Et donc, il faut s'attendre aussi à une réaction américaine et européenne. Est-ce que justement, vous ne la trouvez pas trop timorée, la réaction occidentale pour l'heure? Il faut attendre dans les heures qui viennent. On va savoir comment cela va réagir. Mais il y aura une réaction, à la fois sur le plan moral, ça va de soi, mais c'est aussi sur le terrain. Alors justement, puisque tous les dossiers sont bien évidemment liés, je vous propose de parler finalement de ce ping-pong médiatique qui continue entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou, puisque pour le président américain, la reconnaissance d'Israël par la République islamique d'Iran donc n'est pas une condition sine qua non à la signature d'un accord sur le nucléaire iranien. Je vous propose d'écouter le président américain. Il s'exprimait sur une radio cette nuit. On en parle juste après. La proposition qui voudrait que nous conditionnons le fait que l'Iran ne se dote pas de l'arme atomique dans un bon accord au fait que l'Iran reconnaisse Israël signifierait que nous ne sommes absolument pas intéressés à signer cet accord. Ceci est pour moi une appréciation totalement erronée. Je veux de nouveau être clair. Nous ne voulons pas que l'Iran obtienne l'arme nucléaire, tout simplement parce que nous ne pouvons pas nous permettre de parier sur le changement de la nature du régime iranien. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas de cette arme nucléaire iranienne. Si l'Iran se transforme soudainement en Allemagne, en Suède ou en France, nous n'aurions pas ce type de conversation concernant ces infrastructures nucléaires. C'était l'un des fers de lance de la stratégie de Benjamin Netanyahou, demander la reconnaissance par l'Iran de l'État d'Israël. Est-ce qu'il a raison de mener cette stratégie ? Je crois que oui, parce que c'est une erreur fondamentale, comme si je reprends l'expression d'Obama, c'est une erreur fondamentale de séparer le projet nucléaire de l'ensemble de la stratégie iranienne et de l'ensemble de l'hégémonie iranienne. L'Iran est un État terroriste. L'Iran proclame matin, midi et soir qu'elle veut détruire l'État d'Israël. Il est clair que si l'Iran veut s'aligner avec les pays occidentaux, avec le monde libre et arrêter les hostilités, ça va de soi que l'Iran déclare non pas la reconnaissance de l'État d'Israël dans le sens d'ouvrir des relations diplomatiques ou une ambassade, mais d'arrêter les hostilités contre Israël et les déclarations belliqueuses. Et cela veut dire que l'Iran doit cesser et de dire qu'elle vous souhaite la destruction de l'État d'Israël. Donc c'est pas possible, ça, finalement. Alors pourquoi Netanyahou s'obstine? Est-ce que finalement c'est pas plus préjudiciable à Israël qu'autre chose? C'est pas possible. Le mot impossible n'existe pas dans le lexique de la diplomatie, vous le savez. On essaye par tous les moyens de réunir les incompatibles. Essayer par tous les moyens de trouver des solutions. Et Obama est orfèvre en la matière. Donc il faut... Vous savez, on a, dans cette négociation avec l'Iran, on ne peut pas focaliser seulement sur l'aspect nucléaire, parce que l'Iran est un ensemble. L'Iran, effectivement, continue donc à avoir et produira non seulement des bombes atomiques, mais aussi elle possède des ogives nucléaires. Elle a des missiles balistiques. Elle exporte une révolution islamique. Elle déstabilise la région. Donc il y a là, chez nous, une certaine réticence pour dire que c'est un mauvais accord. On espère, il y a dans cet accord, il faut le dire,
Et ça, il faut le reconnaître, il y a des aspects positifs. Et ça, il faut le dire. Il y a, si nous sommes réticents sur certains points, et je crois que nous avons tout à fait raison, on n'est pas les seuls à le dire, toute la région le dit, l'Arabie Saoudite, le Golfe Persique. Donc il y a une menace réelle. Il y a des points positif, mais on espère, et c'est ça, jusqu'en mois de juin, d'améliorer, si vous voulez, cet accord cadre. Alors, il y a une menace réelle, on voit Barack Obama répondre à Netanyahou répondre à Obama, et puis pendant ce temps-là, l'Iran, qui finalement observe ce qui est en train de se passer, c'est ce ping-pong médiatique entre les deux hommes. Oui, c'est pas ça. Pourquoi l'accord est bon pour les Iraniens? Vous avez entendu Nasrallah? Nasrallah se félicite donc de cet accord. Nasrallah, c'est le satellite de l'Iran qui se trouve à nos portes. Alors, il a déclaré cette nuit que cet accord iranien permettrait d'empêcher une guerre dans la région. Oui, et empêcherait aussi une intervention israélienne contre les sites iraniens. Donc, si Nasrallah est content de cet accord, si en Iran on accepte, y compris les extrémistes, les conservateurs acceptent cet accord, on peut être inquiet. Parce que si c'était le contraire, et là, cela veut dire que les Américains ont réussi à forcer les Iraniens. Mais si c'est le contraire, si les réactions, si les échos que nous entendons là, que les Iraniens sont satisfaits, ça, il faut se dire pourquoi ils sont satisfaits. Dan Katarivas, une réaction peut-être à ce que disait Freddy Eitan. Ce qui est impossible diplomatiquement, c'est peut-être l'économie qui va nous pousser à le faire? Écoutez, je pense que M. Eitan a tout à fait raison. Il faut voir l'Iran dans un tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas séparer les choses. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation où cet accord ne touche qu'au nucléaire et ne touche pas aux autres sujets. Et ça, c'est peut-être le fait qu'il y a une stratégie américaine ou une tactique, je ne sais pas si c'est la stratégie ou la tactique, mais il est certain que seulement le sujet nucléaire est adressé dans cet accord. Mais le problème de l'Iran dans la région va au-delà du problème nucléaire. Alors, effectivement, la question qui se pose, est-ce qu'on croit aux Iraniens, on ne croit pas aux Iraniens, et est-ce qu'on essaye peut-être d'amadouer un petit peu, je dirais, ce qui se passe en Iran, la question des sanctions économiques, de lever des sanctions économiques, est-ce que cela va changer quelque chose à l'intérieur du régime? Je pense que la grosse discussion, et peut-être que justement c'est peut-être ça, et on n'en parle pas assez, c'est peut-être que les Américains misent sur un changement interne en Iran dans 10-15 ans. Parce qu'évidemment, ce qui peut changer, je dirais, toute la réalité dans la région, c'est que l'Iran cesse d'être cet État terroriste. Pour que l'Iran cesse d'être cet État terroriste, il y a différentes formules, où elles viennent de l'intérieur, ou elles viennent de l'extérieur. Mais pour l'instant, cet accord ne touche qu'au sujet nucléaire. Un peu d'air frais au niveau économique, ça peut aider, ça peut pousser à ce changement dont vous parliez? Écoutez, vous savez, il y a différentes réactions à des sanctions. Les Iraniens, au contraire, se sont renforcés à l'intérieur en disant le monde entier est contre nous. D'ailleurs, on connaît ça dans d'autres pays. Et justement, les sanctions n'ont fait que renforcer la position, je dirais, extrémiste iranienne. Alors, est-ce que justement la relâche de ces sanctions va changer une attitude à l'intérieur, va donner à des forces autres que les forces extrémistes la possibilité de s'exprimer, de se renforcer? C'est à voir. C'est presque le pari de Pascal pour Barack Obama. Oui, Barack Obama a une stratégie, a une tactique. C'est clair, il veut avoir cet accord. Coûte que coûte, d'ailleurs. Et là, pour nous, c'est assez effrayant, je dirais. Parce que, comme on sépare effectivement le sujet nucléaire des autres sujets importants, pour nous, existentiels même, cela est grave. Et puis, il faut dire aussi qu'en Iran, il y a un combat, et il continuera ce combat, entre les gardiens de la révolution, c'est-à-dire les Pasdaran, qui ont aussi une brigade qui s'appelle El-Quds, et qui exportent, et on les a vus aux portes d'Israël sur le Golan. Donc il y a là un ensemble qu'il faut voir à la fois, et le bras de fer qui existe entre conservateurs et modérés, soi-disant modérés, entre Rouhani, Zarif et les gardiens de la révolution. Mais dans le guide suprême n'a rien dit. Vous savez qu'il est malade. Selon certaines informations, on lui donne une année ou deux. Depuis l'accord, il ne s'est pas, il s'est pas exprimé. Il s'est pas exprimé. Alors en tout cas, on va voir concrètement quelles pourraient être les répercussions économiques de l'éventuelle levée des sanctions sur l'Iran, éventuelle puisqu'on attend quand même le 30 juin pour savoir ce qu'il en est. Élément de réponse avec Elsa Mauk, on en reparle après un plateau.
L'Iran attire désormais toutes les convoitises. Les entreprises françaises, allemandes et américaines, entre autres, sont dans les starting blocks pour tenter de rafler les meilleurs contrats après avoir été exclus du système bancaire international. Et avec un commerce extérieur en berne depuis 12 ans, l'Iran espère à présent un éveil économique. Si l'accord conclu jeudi à Lausanne débouche sur un règlement définitif dans 3 mois, les répercussions pourraient être très positives pour l'économie iranienne, jusqu'à présent étouffée par les sanctions internationales. Actuellement, ces sanctions injustes et unilatérales ont infecté notre industrie automobile, l'industrie de l'aviation, nos pétroliers et nos actifs ont été bloqués dans d'autres pays. Espérons que ces accords vont nous permettre de voir une tendance à la hausse de l'économie. Après la levée des sanctions, des contrats de plusieurs milliards d'euros pourraient voir le jour. D'après certains spécialistes, des discussions ont déjà commencé avec des investisseurs occidentaux, notamment dans les domaines du pétrole et de l'automobile. Le résultat espéré, jusqu'à 5% de croissance dans les 6 premiers mois suivant la levée des sanctions, entre 7 et 8% l'année suivante. Alors 5% au début, Dan Katarivas, 7 et 8 ensuite sont des pronostics, mais vous vous accordez avec ces chiffres? Je pense que d'abord il faut voir comment les sanctions vont être levées. Il y a différentes sanctions. Il y a des sanctions sur tout ce qui est le domaine pétrolier, il y a tout ce qui est les sanctions dans le domaine financier, il y a les sanctions dans le domaine maritime. Donc il faut voir comment les choses, et il y a les sanctions sur les biens gelés dans les banques étrangères. Donc il faut voir est-ce que tout ça va être graduellement soulevé ou au contraire on va vers un grand changement. À mon avis, ça sera graduel. Et donc, parler de croissance de 5%, c'est être très optimiste. Il y a une crise interne en Iran certaine, la monnaie ne fait que dévaluer, l'inflation est très forte, le chômage est très fort et il faut un plan pour essayer justement de remettre l'économie sur pied. Donc on verra, je pense que la croissance dépendra du rythme et de la cadence à laquelle les sanctions seront levées et dans quel domaine ces sanctions seront levées. N'oublions pas non plus que l'Iran est un pays qui est un grand pays exportateur de pétrole. On voit le prix du pétrole qui n'est pas en hausse. Donc essayer maintenant encore, je dirais, de remettre le pétrole iranien sur le marché, ça risque de encore plus faire baisser les prix, faire donc baisser les rentrées iraniennes. Donc je pense que là, les économistes doivent être très prudents et parler de croissance de 5 à 7%, je pense que c'est très optimiste. Prudence et longueur de temps. En revanche, remettre l'économie iranienne à flot, ça sert à l'Iran, bien évidemment. Ça sert aux étrangers également. On pense aux entreprises américaines, européennes aussi. Écoutez, les grands partenaires de l'Iran sont la Turquie, on va en parler plus tard je pense, mais il y a les pays comme l'Inde qui dépend énormément du pétrole iranien, il y a la Chine, il y a la Corée du Sud, donc c'est pas seulement les pays dont vous avez mentionné, que ce soit je dirais la France, l'Allemagne, les États-Unis, en Europe même il y a des pays qui ont d'autres positions, prenez la Grèce par exemple, qui a des problèmes et que peut-être justement cette ouverture va aider la Grèce dans sa lutte contre justement l'Union européenne, etc. Donc vous voyez, les situations sont un peu compliquées. Donc, mais c'est vrai que les marchés européens ou les grands investisseurs européens cherchent à justement diversifier l'investissement et le marché iranien peut être un marché très intéressant, pas seulement au niveau du commerce, mais effectivement au niveau de l'investissement. Mais il faut aussi se dire que quand on investit dans un pays, il y a aussi le côté de la stabilité politique. Alors, est-ce que je vais maintenant, moi, si je suis investisseur allemand et j'ai un plan sur 4, 5 ans, 6 ans, est-ce que je vais prendre le risque qu'effectivement la stabilité va se rétablir dans cette région? C'est à voir. Donc, alors justement, on va poser cette question à Pierre Martinet. Bonjour Pierre, merci d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Vous êtes ancien agent de la DGSE et spécialiste d'intelligence économique. Alors, est-ce que vous pensez justement que les investisseurs étrangers, quels qu'ils soient finalement, seront frileux face à cette situation politique assez instable en Iran, ou au contraire, est-ce qu'ils vont y aller? À court terme, ils vont y aller, puis après... Aujourd'hui, personne n'est capable de dire ce qui va se passer à moyen terme et à long terme dans cette région, surtout que s'il y a un nouveau changement à la tête du gouvernement, on peut revenir en arrière et exactement avoir les mêmes visions politiques que l'ancien régime en Iran, quoi. Donc c'est très... je suis assez partagé parce que moi je pense qu'aujourd'hui, avec ces nouveaux accords, on voit juste à très court terme, quoi.
Alors concrètement, aujourd'hui, une entreprise française, prenons cet exemple, veut investir en Iran. Comment ça s'organise? Comment ça se passe? Est-ce qu'elle doit passer par certaines étapes officielles particulières, des étapes administratives particulières? Il y a les deux. Hein. Il y a la façon officielle et la façon privée qui va préparer un éventuel investissement et un éventuel déplacement dans un pays. Et aujourd'hui, l'aspect sécuritaire est très important au vu de tout ce qui se passe. Et s'il y a obligation, enfin, si on doit déployer des expatriés dans ce pays, il y a une obligation de sécurité, de préparer un terrain, bien sûr, tout à fait. Alors, quelles sont les entreprises, dans quel domaine sont les entreprises qui se trouvent aujourd'hui sur les starting blocks? En Iran, déjà, il y a toutes les entreprises liées aux ressources pétrolières qui peuvent avoir un intérêt économique à investir en Iran, mais encore une fois, je pense que les Américains vont nous couper l'herbe sous le pied, comme bien souvent, et on n'aura que les restes, que les miettes du gâteau. En 2 mots, Pierre Martinet, qui risque de se précipiter, de courir plus vite encore? Les Américains d'un côté, les Français de l'autre? Excusez-moi, j'ai pas très bien compris. Qui risque de vouloir conquérir le marché iranien le plus rapidement, les Américains ou les Français? Alors, paradoxalement, aujourd'hui, je pense que c'est encore, enfin paradoxalement oui, parce que le rapprochement soudain des États-Unis nous laisse penser qu'ils vont encore une fois nous prendre le marché. Mais je suis très étonné parce que je pense qu'on voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et c'est un pays très mouvant et une région très instable. Et je vois d'un très mauvais œil moi ce qui est en train de se passer avec ce qui va se passer après ces pseudo-accords. Scepticisme donc de votre part, Pierre Martinet. Merci beaucoup d'avoir réagi sur notre antenne ce matin. Alors, Dan Katarivas, vous l'entendiez, vous le partagez, ce scepticisme? Oui, je pense qu'effectivement, vous savez, l'économie, c'est pas quelque chose c'est pas du jour au lendemain. C'est un processus qui est de moyen et long terme. Bon, on peut vendre des produits rapidement, mais c'est pas ça vraiment, je dirais, quand on parle d'une convalescence économique, c'est beaucoup plus que seulement la vente de produits. Alors voilà, on a un économiste sur ce plateau, on a un diplomate, c'est l'économie qui influence la politique qui influence l'économie, les deux en même temps, et puis finalement... Donc, je crois que il faut sécuriser les entreprises, et la stabilité d'un régime sécurise les entreprises. Et il faut dire 2 choses. Le peuple iranien, c'est pas notre ennemi, il faut le dire une autre fois. Israël n'a pas, vous savez, avant 1979, on a eu des relations économiques et commerciales avec l'Iran, le Shah d'Iran, et on a obtenu du pétrole, il faut le rappeler. Si on lève les sanctions, il faut le faire graduellement, et ça c'est clair. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que l'Iran a investi depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, 200 milliards pour son projet nucléaire. Est-ce qu'elle va dévier ce budget demain vers des investissements ou vers un second souffle donc, à son économie? Ça, il faut le savoir. Deuxièmement, si on parle de dégel des fonds ou des avoirs que l'Iran a dans les banques et un peu partout, on craint aussi que cet argent sera aussi destiné au terrorisme. Et là aussi, on le sait, pas plus tard qu'hier, on a annoncé que le Hamas a obtenu de l'Iran donc quelques centaines donc, de millions de dollars. Tout cela est important de comprendre. Maintenant, dans le cadre des relations commerciales, il va de soi que les pays, je crois, émergents préfèrent l'Iran que les pays européens pour la simple raison. Prenons la France. La France, dans les années 80, par exemple, a préféré l'Irak que l'Iran.
Donc dans la bataille qu'il y a eu, je vous rappelle qu'il y a eu une guerre entre l'Irak et l'Iran, il y a eu plus d'1 million de morts entre les deux. Donc la France a toujours choisi les investissements en Irak et plutôt qu'en Iran. Aujourd'hui, ça change, ça bouge, puisque l'Irak, hélas, c'est devenu le chaos total, donc, et les investissements sont peu nombreux. Alors, Dan Katarivas, Freddy Eitan parlait il y a quelques instants des relations commerciales entre l'Iran et Israël avant 79. Est-ce que demain, après-demain, après le 30 juin, on va imaginer des relations commerciales entre Israël et l'Iran via des médias Être optimiste, on peut toujours l'être. Et moi, je serais tout à fait pour avoir des relations, éventuellement dans un avenir indéfini. Pour l'instant, la loi israélienne est très claire, dans la mesure où l'Iran est considéré comme un État ennemi, donc tout contact avec l'Iran est interdit par la loi israélienne. Tout contact direct, mais peut-être via des filiales et même via indirect. Une compagnie israélienne n'a pas le droit de vendre des produits à l'Iran. Un point, c'est tout. Donc, dans la mesure où il y a des transactions illégales qui se font par parties tiers, elles sont criminelles en Israël. Donc, les compagnies israéliennes doivent faire bien attention. Il y a des gens qui sont en tôle, d'ailleurs, pour justement avoir fait des transactions par l'intermédiaire de parties tiers. Donc, pour l'instant, la situation juridique est bien claire. Maintenant, il se peut qu'il y ait des changements. Espérons peut-être, mais cela passera par le biais politique. Si effectivement il y a un changement total dans l'attitude de l'Iran vis-à-vis d'Israël, il peut y avoir également un changement sur cette loi. Il y a d'ailleurs que 3 autres pays d'ailleurs qui sont des pays ennemis. C'est la Syrie, c'est le Liban et c'est l'Irak. Ce sont les 4 pays avec l'Iran qui sont interdits au commerce. L'Irak d'ailleurs reçoit une exemption maintenant puisque depuis l'invasion américaine, etc., tous les ans le ministre des Affaires des Finances israélien donne une permission à commercer avec l'Irak. Voilà, comme quoi tout est possible, c'est envisageable. En tout cas, il y en a un à qui ça ne déplaît pas forcément de commercer avec la République islamique, c'est Erdogan. Il s'y rend aujourd'hui à Téhéran. Il veut augmenter le volume d'échanges entre les deux pays. Mais tout à fait. Écoutez, la Turquie cherche à diversifier surtout les sources d'énergie, puisque la Russie dépend énormément du pétrole russe et veut essayer de diversifier les sources d'énergie qu'elle a. Et l'Iran est un pays voisin et pourquoi pas développer les relations entre la Turquie et l'Iran. Donc, et la Turquie qui... Je ne parle pas des relations, je dirais, assez tendues entre la Turquie et l'Europe. Donc la Turquie se tourne plutôt vers l'Est que vers l'Ouest, puisque l'adhésion à l'Union européenne n'est pas pour demain. Donc les Turcs, normalement, puisqu'ils cherchent l'intérêt turc, c'est de chercher des partenaires dans la région. C'est vrai qu'il y a une lutte sur l'hégémonie dans la région entre la Turquie et l'Iran, pas seulement politique, également économique, mais certains, aujourd'hui, la Turquie est un pouvoir économique dans la région plus important que l'Iran. Alors c'est ça, il y a plusieurs dossiers qui opposent les Turcs et les Iraniens. Est-ce que les dossiers les opposants, la Turquie appelle de ses voeux l'ouverture de l'Iran sur le monde très rapidement? Ils sont très sceptiques. Je crois qu'il faut voir ça d'une manière pragmatique. Et la Turquie et l'Iran, ce sont 2 puissances régionales non arabes. Et c'est ça qu'il faut le dire, dans toute la région, donc dans le monde arabe. Et ils sont en compétition pour l'hégémonie. Et c'est là le problème. Et il ne faut pas oublier une chose, que si l'Iran a signé un accord cadre avec les Américains, ça ne veut pas dire que la Turquie ne fait pas partie aussi de l'OTAN. Et ça, c'est aussi un autre aspect dans le combat. Dans le combat grandeur nature sur ce plateau. Les choses, parlons des Kurdes qui sont et en Irak, et en Iran, et en Turquie. On en parlera dans un autre temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Freddy Eitan. Vous restez en notre compagnie. On se retrouve juste après un nouveau journal. À tout de suite. Sur le plateau du Morning d'I24 News. Merci à vous, Freddy Eitan, d'être resté en notre compagnie. Vous êtes ancien diplomate, vous avez accepté notre invitation ce matin. On vous en remercie. Rudy Saada, bonjour. Dans quelques instants, vous allez nous faire peur, nous parler des menaces cybernétiques d'Anonymous. Mais juste avant, on va parler aviation, on va parler billets d'avion. Depuis la fin mars, vous le savez peut-être, la compagnie aérienne EasyJet propose 3 vols par semaine qui relient l'aéroport de Ben Gurion
Gurion à Tel Aviv à celui de Charles de Gaulle à Paris. Les billets d'avion sont en vente avec des prix parfois cassés, 50 € pour le vol aller Tel Aviv-Paris, taxe incluse, regardez. Il est 16h, passé de quelques minutes. Les premiers passagers se présentent au comptoir d'enregistrement de l'aéroport israélien Ben Gurion. Ils déposent leurs bagages, qu'ils retrouveront quelques heures plus tard en France. Ce lundi 30 mars, EasyJet inaugure son premier vol au départ de Tel Aviv et à destination de Paris. Pour l'occasion, la compagnie low cost a prévu une petite cérémonie. Au menu, quelques coupes de champagne sur fond de musique française. Voilà, on aime bien EasyJet et on est très content que la ligne elle ouvre parce que c'est toujours moins cher que les autres compagnies. Les vacanciers sont ravis, les hommes d'affaires aussi. Ils représentent d'ailleurs près d'un quart de la clientèle d'EasyJet. Mais si le prix d'appel pour un aller simple est fixé à moins de 50 €, en réalité, peu de voyageurs bénéficient d'un tel tarif. On a payé, donc on est avec ma femme, moi et le bébé, on a payé 850 €. Car il n'y a que quelques billets bon marché sur chaque vol. Une fois écoulés, les prix grimpent petit à petit en fonction de la demande. Le système, il est hyper simple. C'est plus vous réservez tard, plus le prix s'élève. Donc plus vous réservez tôt, plus c'est bon marché. C'est un système hyper simple, mais c'est un système qui s'adapte à la demande qui est adressée au vol considéré. À 19h, l'embarquement débute, les passagers prennent place dans l'appareil. Et c'est avec 30 minutes de retard que l'avion finit par décoller. 5 heures de vol et quelques turbulences plus tard, nous voici à Roissy-Charles de Gaulle. Le pilote qui travaille pour la compagnie depuis 11 ans semble satisfait de ce premier Tel Aviv-Paris. À bord, ça s'est très bien passé, même si maintenant le service est relativement difficile et chargé pour les collègues, mais le vol s'est très bien passé. L'avantage, c'est que les compagnies low cost sont vraiment, je pense, l'avenir de l'aviation et nous permettent d'avoir un job stable et relativement bien payé. Mais du côté des passagers, c'est un autre son de cloche qui résonne. Pour beaucoup, la qualité du service n'est pas au rendez-vous. Pour des destinations comme Paris-Genève, dont je suis coutumière, ça va. Pour 5 heures de vol, le confort est insuffisant et l'ensemble des prestations. L'embarquement, le débarquement extrêmement loin, les escaliers, le bus. Une qualité discutée qui n'empêche pas à EasyJet de faire partie des leaders européens. En 2014, la compagnie a transporté plus de 65 millions de voyageurs et espère en conquérir de nouveaux grâce à cette nouvelle liaison entre Tel Aviv et Paris. Pour l'heure, 3 allers-retours sont proposés chaque semaine, un chiffre qui devrait passer à 5 d'ici l'année prochaine. Alors Freddy Eitan, vous avez pris EasyJet depuis que c'est en départ? Non, je voyage par une compagnie nationale israélienne, pour ne pas la citer, Elal. et donc, c'est important, la compétition est importante entre les compagnies, et je crois que c'est un bon sujet et une bonne initiative de la part d'EasyJet. Évidemment, ce qui est très important, c'est sécuriser les passagers et c'est question de sécurité. Sécurité à la fois au vol, mais aussi sécurité tout court. Alors justement, Rudy, un billet à 50 € l'aller, Tel Aviv-Paris, ça peut sembler dérisoire. Qu'est-ce qu'on paye quand on achète un billet low cost? Alors déjà, vous le savez, on va en parler dans un instant, un billet d'avion le prix d'un billet d'avion peut varier du simple au triple et il y a quand même des constantes. Alors pour comprendre ce qu'on paye quand on achète un billet, on va se référer à un article du Daily Mail qui en janvier dernier prenait l'exemple d'un Londres-New York à 690 livres. Alors voici donc le billet. Alors déjà, il y a 151 livres qui sont là et qui sont réservés aux taxes consacrées aux différentes taxes. Alors 10% de ces taxes représentent la taxe passager. Et puis, il y a une taxe de service aux passagers autour de 6%. Et au final, on trouve d'autres taxes de fonctionnement à moins d'1%, aux alentours d'1%, comme les taxes qui financent les douanes ou qui financent les services de sécurité. Donc, l'ensemble, alors là, ce sont d'autres taxes. L'ensemble de ces taxes
taxes payées, c'est à peu près 22%. Passons maintenant donc à la seconde partie de mon billet. Il n'en reste maintenant qu'à peu près 77%. Alors c'est ce qu'on appelle les frais d'opération, 30%. Donc là on l'a vu, 30% du prix du billet, soit 200 livres, correspondent au prix du carburant. Donc plus la distance est longue, plus ce poste, voilà, ce poste de dépense devient important. Deuxième poste de dépense important, le personnel, payer les pilotes, le personnel technique, les PNC, les fameux PNC, c'est le personnel navigant commercial, c'est-à-dire les hôtesses et les stewards. Tout cela représente près de 30% du prix du billet et c'est en baissant ce poste, par exemple, que les compagnies low cost arrivent à proposer des voyages moins chers. Ensuite, donc 30% de carburant, 30% de personnel et 10% qui va servir à rembourser le prêt qui a servi à le prix de la location de l'avion lui-même, de l'appareil. Et enfin 8% du billet, soit 55 livres, représente la partie commerciale, c'est-à-dire les agents de réservation, le budget pub et le budget marketing. Mais la grosse surprise de cette étude, c'est que dans tout ça, la marge de la compagnie aérienne ne peut être que de 0,61%, c'est-à-dire à peine 5 livres, ce qui casse les préjugés sur le business des compagnies aériennes. Sur un billet à 690 livres, à peine 5 livres vont au profit de l'entreprise. C'est étonnant ce que vous dites. Alors on peut se poser la question ce matin, comment dans ce contexte une compagnie peut encore tirer les prix vers le bas et être low cost? Alors déjà on va faire un petit peu d'histoire. Le concept du low cost est apparu dès 1978 aux États-Unis quand une loi sur la déréglementation du transport aérien est entrée en vigueur. Avant cette date, le marché intérieur était réglementé, c'est-à-dire qu'on avait accès à un certain nombre de compagnies. C'est la compagnie Southwest Airlines qui avait lancé le modèle au début des années 80, suivi par Ryanair au début des années 90 en Europe, puis EasyJet qu'on vient de voir. Alors comment tirer les prix vers le bas pour la compagnie? Eh bien, il y a plusieurs règles. Un seul type d'avion déjà pour réduire les coûts d'entretien. Utilisation d'aéroports secondaires, loin, moins cher, comme Beauvais par exemple pour Ryanair en France. Rotation au sol plus rapide pour simplifier les procédures d'embarquement. Moins de bagages à manipuler en fait. Aucune correspondance, on n'assure pas les correspondances, donc on ne transfère pas les bagages. Les employés aussi sont multitâches. Les PNC, donc les fameux PNC, peuvent également être appelés à faire le ménage lors de l'escale, alors que ce n'était pas du tout une tradition dans l'aviation. Et enfin, un budget marketing faible ou quasi néant. Ok, ben voilà donc pour les règles d'or et du coup pour les passagers, quelles sont les différences avec une compagnie classique? Alors pour les passagers, ils ont pris le pli finalement au fur et à mesure des années. On s'est habitué à une vente de direct de tickets simplifiés, des billets pas flexibles ou peu flexibles, des vols uniquement directs. Je vous disais qu'il n'y avait pas de correspondance. La compagnie n'assure pas le transfert des bagages. Les terminaux secondaires, donc on doit aller plus loin que les aérogares dont on a l'habitude. Pas de possibilité de réserver des sièges, quoique cela est en train de changer petit à petit. C'est-à-dire qu'avant, on rentrait dans l'avion et chacun prenait sa place. Là, c'est en train de se modifier un peu. Limitation du nombre de poids des bagages en cabine et facturation des bagages en soute. Donc un maximum et aussi un maximum de sièges dans la cabine. C'est-à-dire qu'on aménage la cabine de manière à ce qu'il y ait un maximum de sièges. Les repas sont payants et enfin, les passagers doivent subir de la publicité à bord. Et finalement, toutes ces nouveautés, je vous l'ai dit, sont acceptées par les consommateurs. On va écouter Emmanuel Combe, qui est professeur d'économie, spécialiste du low cost. Que font les low cost? Ils enlèvent toute la qualité accessoire pour se recentrer uniquement sur la qualité essentielle. Qu'est-ce que l'on attend sur un vol de moins de 3 heures? D'aller en toute sécurité d'un point A à un point B. Tout le reste est mis en option payante. Donc c'est une autre manière de voyager qui en tout cas a reçu le plébiscite d'une majorité de consommateurs et en particulier des jeunes. Alors c'est ça, le poste sécurité, il est le même dans une compagnie low cost que dans une compagnie régulière? Il est obligatoire, donc tous les contrôles de sécurité, enfin toutes les compagnies sont l'objet des mêmes obligations. Voilà, ce sont les mêmes règles, les mêmes obligations. Donc finalement, c'est ce que disait l'économiste, c'est que ce qui importe aujourd'hui aux consommateurs, c'est d'aller d'un point A à un point B en toute sécurité. Le confort, passer 4 ou 5 heures un peu moins confortable, ça lui importe de moins en moins. Parce que finalement, c'est un trajet que l'on fait de plus en plus, un trajet en avion. Oui, il n'y a plus aussi tout le prestige qu'il y avait autour de l'aviation. On veut juste être en sécurité, ça reste quand même le critère le plus important. Alors comment on explique dans le même temps que même sur une compagnie low cost, il y a eu quelques éléments de réponse dans le reportage qu'on a diffusé il y a quelques instants, mais les prix peuvent aller finalement du simple au double, au triple même. Alors les compagnies fixent leurs prix via un système très compliqué que je n'ai pas compris, qui s'appelle le yield management, ce qui se traduit en France. Je crois que 2 personnes
personnes dans l'avion ne payent pas le même prix de billet. Oui, non, mais ça, c'est absolument. Mais c'est un système informatique en fait qui va faire en sorte optimiser le remplissage de l'avion. Enfin, justement, par rapport au remplissage de l'avion, son prix, j'avais du mal. Donc en fait, ce yield management se traduit par tarification en temps réel. C'est précisément un système de gestion tarifaire qui va permettre à la compagnie d'optimiser les gains réalisés par l'entreprise lorsqu'il y a une possibilité de ne pas vendre tout ce qui a un coût fixe. Ce qui est un coût fixe, c'est ce dont je vous parlais il y a quelques instants. En fait, c'est un système qui permet de rendre rentable un avion qui n'est pas plein et c'est très compliqué. Mais ce qu'il faut retenir en priorité, c'est que les vols reposent sur l'éternelle offre de la loi de l'offre à la demande. C'est tout sauf un scoop, mais les billets les plus chers et les vols les plus chers donc correspondent au mois de juillet et août pour les départs dans l'hémisphère nord. Ça, on le connaît. Autre question qu'on attend tous. Est-ce que vous avez un truc pour payer les billets moins chers? Alors, j'ai parcouru un tas de sites pour essayer d'avoir des petites astuces. Déjà, il existe un tas de comparateurs de billets, on les connaît, mais sur ces sites, il y a des astuces, comme par exemple acheter son billet en semaine, le mardi, c'est le jour le moins cher, plutôt que le week-end, où là, il y a plus de demandes, donc évidemment, les prix vont automatiquement enfler. Et aussi, l'acheter de 7 à 8 mois avant la date de départ, c'est là où, statistiquement, le billet est le moins cher. On dit même que les prix des billets varient selon les heures de la journée, sachant que les sites sont ouverts 24 heures sur 24, ça devient très compliqué, donc c'est sans fin, mais en tout cas il faut retenir 7 à 8 mois avant et en semaine. Et puis on a des impressions aussi, quand parfois on se dirige vers des comparateurs de prix, on fait nos réservations, on commence notre réservation et puis tout d'un coup on a l'impression que le prix change. Alors ça aussi c'est par rapport aux cookies qu'on vous met sur votre ordinateur et on sait ce que vous avez recherché, on sait ce que vous cherchez absolument, donc on peut faire augmenter les prix par rapport à ça. Ben voilà. On en sait plus maintenant, Fadi et Ethan, lors de nos prochaines réservations d'avion, même si on l'a compris, vous voyagez uniquement sur la compagnie à l'étoile. Alors justement, on va parler un petit peu d'Israël quelques instants avant de refermer cette première partie d'édition. Les Palestiniens, et on va réagir à cette déclaration, les Palestiniens qui demandent au Conseil de sécurité de l'ONU d'établir une feuille de route, un agenda, un calendrier précis pour mettre fin à la présence israélienne en Cisjordanie et établir un État palestinien. C'est la dernière demande en date. Oui, ce n'est pas la première fois que les Palestiniens essayent, ou tentent, si vous voulez, d'appeler le Conseil de sécurité et la communauté internationale, les chancelleries, pour faire pression, pour exercer des pressions contre Israël. C'est une initiative qui doit être jugée non seulement au sein du Conseil de sécurité, mais vis-à-vis des relations que nous avons aujourd'hui avec les Américains. Et cela dépendra effectivement de l'attitude d'Obama. On a parlé longuement des relations américaines avec les Américains concernant l'Iran, concernant l'accord cadre, mais effectivement, dès que cela se réglera, on va parler dans les mois à venir du problème palestinien, du règlement du problème palestinien. Et là, on doit s'attendre à quand même à des relations tendues que nous pourrons avoir avec les Américains, parce que les Américains pourront dire qui n'imposeront pas un veto, par exemple, si le Conseil de sécurité acceptera une résolution française. Parce que la résolution... Alors oui, on parle beaucoup des Américains, mais il y a les Français aussi qui présentent leurs propositions indépendantes. Finalement, ils sont assez indépendants, les Français, sur ces questions, quand on voit la politique européenne, en tout cas dans sa globalité. La France a été toujours, de longue date, la France a été le premier pays qui a ouvert un bureau de l'OLP en 1974 à Paris. Pour vous dire, ça remonte à lointain. La France a été le premier pays à reconnaître l'autodétermination des Palestiniens. Et donc aujourd'hui, c'est effectivement la France qui revient. Il faut différencier, vous savez, la France est très intransigeante concernant l'Iran, et presque avec la même longueur d'onde, si vous voulez, avec les Israéliens. Mais par contre, vis-à-vis des Palestiniens, elle est vraiment elle prend l'initiative. Elle a un consulat, il ne faut pas l'oublier, général à Jérusalem, qui s'occupe seulement de la Palestine. Donc il y a là un intérêt à la fois moral, un intérêt qu'on connaît. Et la position française n'a pas varié, qu'elle soit de droite ou de gauche, de Sarkozy ou d'Hollande. C'est la même politique. Alors cette initiative française
française est une initiative, à mon sens, ne peut pas être dans la formule qui a été établie, qui est ce projet-là, ne peut pas être acceptable, non pas par Israël seulement, mais aussi par les Américains, pour deux raisons. Parce qu'on ne va pas régler en 2 ans, parce que la France parle de 2 ans, hein, une date butoir. Il n'existe pas de date butoir en diplomatie, parce que le problème, c'est qu'on arrive à la date butoir, et on l'a vu 31 mars, on a toujours dépassé. Donc il faudrait ne pas limiter ces choses-là. C'est ce qui s'est passé avec les 9 mois de gel des implantations avec Obama, qu'on a gelé tout ça. Pas de date butoir, et on l'a vu, un statu quo qui n'est pas l'option préférée, en tout cas les Français et les Américains qui œuvreront dans un sens inverse. Merci beaucoup Freddy Ethan d'avoir été avec nous. Rudy, on vous retrouve dans quelques instants après un nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning Day 24 News. Avec moi sur ce plateau, Betsabé Salem. Bonjour Betsabé, merci d'être avec nous. Mathias Inbar, merci de nous avoir rejoint. À vous également. Avant de s'attarder à cette question du financement par l'Iran des tunnels de contrebande et des tunnels terroristes du Hamas dans la bande de Gaza, on va faire le point sur cette guerre qui fait rage déjà depuis 1 an en Ukraine. Le cessez-le-feu reste globalement respecté, mais l'économie est exsangue et dévasté. Le pays ne surnage que grâce à l'aide financière internationale. On fait le point en images. 1 an de guerre dans l'Est ukrainien, date anniversaire d'un conflit qui a fait plus de 6000 morts et l'impossibilité de savoir clairement qui a gagné. Les rebelles pro-russes et l'armée ukrainienne respectent par intermittence l'accord de cessez-le-feu signé à Minsk en septembre dernier. Un accord qui gèle le conflit et maintient le statut des républiques rebelles autoproclamées. Les deux adversaires semblent avoir épuisé leurs ressources et combattent avec des armes soviétiques vieillissantes. Une grande partie des experts militaires ne voient pas le conflit se résoudre de sitôt. Pas de vainqueur, mais les analystes estiment que le président russe a atteint son objectif, empêcher Kiev de se rapprocher de l'OTAN et de l'Union européenne, et ce au prix de lourdes sanctions européennes comme américaines. Aujourd'hui, les séparatistes fêtent le premier anniversaire de leur arrivée au premier plan international, quand les autorités ukrainiennes sont au plus bas, sapées par une économie en berne et sans illusion sur les perspectives d'adhésion à l'OTAN. Mais Kiev a reçu un soutien matériel des États-Unis. Près de 300 parachutistes américains entraîneront les soldats de la garde nationale ukrainienne, une arrivée bienvenue qui appuie le refus de Kiev de répondre aux demandes de la Russie. Je vois mal Kiev répondre aux demandes de la Russie. La fédéralisation que demande la Russie signifie que les républiques autoproclamées restent ukrainiennes, mais seront dépendantes politiquement de Moscou et auront un droit de veto. Une Russie dans laquelle Vladimir Poutine joue d'une popularité record et l'annexion de la Crimée n'y est pas pour rien. Point de départ d'une guerre aux portes de l'Europe, cette péninsule à majorité russophone a toujours été considérée par beaucoup de Russes comme une partie de leur territoire. Voilà, 1 an déjà, même si ça a ces derniers jours en tout cas disparu, Betsabé, des titres de vos revues de presse. Alors revue de presse justement qu'on va commencer ce matin avec des images particulièrement dures, puisqu'on commence avec cette découverte dramatique en Irak. Oui, des fosses communes qui contiendraient jusqu'à 1700 corps dans la ville de Tikrit, libérée donc près d'une base irakienne. Dedans les corps de soldats irakiens qui avaient été capturés en juin et que Daesh prétend avoir exécutés. Ce sont les envoyés spéciaux de CNN et Al Jazeera qui ont révélé l'information et racontent qu'alors que les corps commençaient à être exhumés de ces fosses communes, eh bien des Irakiens se sont regroupés pour prier sur le site. Info récupérée par les médias en Europe, évidemment. Regardez par exemple la Repubblica en Italie. Une dizaine, peut-être une douzaine de sites ont été découverts, rapporte le journal italien, qui rappelle qu'en juin dernier, eh bien, un rapport de l'ONU a rapporté que 1500 à 1700 soldats irakiens avaient été donc massacrés. C'était au camp Speicher. Alors pour l'heure, quelques dizaines de corps ont été exhumés, des soldats dont les corps sont désormais dans un état de décomposition, écrit le journal. Les restes ont néanmoins été envoyés à Bagdad pour des examens ADN. En Grande-Bretagne, le Daily Mail insiste, des soldats ont été massacrés puis abandonnés. Leur faute, eh bien, être chiites. Donc c'est ce que retient
entretient le Daily Mail, citant un Irakien qui aide à l'exhumation des corps, qui décrit une scène qui brise le cœur. On n'a pas pu s'empêcher de laisser couler nos larmes, raconte Khalid Al-Adbi, qui demande quelle sorte de barbares peuvent tuer 1700 personnes de sang-froid. Ouais, une question qui risque pas de trouver de réponse dans un avenir proche. On poursuit cette revue de presse avec cette information en première ligne des médias français, la libération d'un otage néerlandais. Voilà, il était retenu par Al-Qaïda au Maghreb islamique depuis 2284 jours, souligne Le Monde, et c'est l'armée française. Ceci expliquant cela qu'il a libéré. L'opération a été menée lundi matin dans le nord du Mali. Jacques Richke, c'est son nom, avait été enlevé en 2011 et il serait sain et sauf. Or, c'est une première, souligne RFI. Et oui, c'est la première fois que la France parvient à libérer un otage occidental sain et sauf lors d'une opération militaire. RFI qui précise notamment que l'ex-otage devrait arriver à Bamako ce mardi. Une grande fierté pour l'armée française, a déclaré François Hollande. Et puis Libération saluée aussi en note par l'ex-otage français Serge Lazarevitch, détenu un temps avec Richke. Ça me touche beaucoup, a-t-il dit. À la fin de l'année, j'étais un peu angoissée pour lui. Je n'ai pas bien profité de mon retour. Quand je suis partie de là-bas, il n'était pas très bien, pas en très bonne santé. C'est ce qu'a déclaré donc Serge Lazarevitch devant la caméra de France 2. Voilà, il peut l'être en toute discrétion. Complètement, il peut l'être parce que le COS, notamment le commandement des forces spéciales français, est intervenu dans le passé, comme le disait Betsabé, en mer, et il y avait eu une issue dramatique parce que 2 otages avaient été tués. Il y avait eu également des interventions des forces spéciales françaises au Mali. On connaît la suite ensuite des otages tués. C'est la première fois que le COS réussit une telle opération et en terre surtout ennemie, surtout avec la topographie du Mali. Donc très, très intéressant pour la suite et surtout un bon conseil à donner aux autres forces spéciales, notamment les Navy Seals qui sont sur place, les Américains. On continue toujours avec la France. Justement, le gouvernement qui aurait mis de côté un rapport un peu dérangeant. Voilà, après enquête, le Figaro révèle, et l'info est plein pot sur le site du quotidien ce matin, un rapport d'experts commandé par Arnaud Montebourg. Peu après son installation à Bercy, c'était comme ministre du redressement productif à la mi-2012. Un rapport achevé de rédiger début 2014 et qui aurait été consciencieusement enterré. Pourquoi ? Eh bien sans doute parce qu'il recommandait l'expérimentation en France d'une technologie d'exploitation du gaz de schiste à base de fluoropropane. Entendez, il serait possible d'exploiter des gaz de schiste sans recourir à la très controversée en France, facturation hydraulique et les problèmes environnementaux donc qui lui sont liés. L'exécutif n'a jamais accepté de mettre en œuvre cette proposition. Alors le Figaro de commentaire ainsi. Le secret qui a entouré la rédaction de ce rapport souligne qu'en France, le gaz de schiste reste un tabou absolu. Et ça non plus, c'est pas prêt de changer. Alors on reste en France et on en a parlé ces derniers jours. Cette polémique sur la campagne d'affichage où figurait la mention chrétien d'Orient, ça se passait dans les couloirs de la RATP. Voilà, et ça semblerait avoir trouvé une solution, une fin, mention qui figurait donc sur des affiches d'un concert de prêtres collés dans les stations donc de la RATP, du métro parisien. La RATP accepte finalement les affiches du concert en faveur des chrétiens d'Orient. Titre Libération avec la mention au bénéfice donc des chrétiens d'Orient, alors quand bien même la RATP avait estimé, on le rappelle, que cette indication était contraire au principe de la laïcité, comme la RATP l'entendait, plus précisément à la neutralité du service public. La polémique avait enflé donc durant tout le week-end pascal, on l'avait suivi ici, et la RATP a finalement cédé à l'indignation générale, c'est ce que titre le Figaro. Bref, la conception de la laïcité, selon la RATP, a perdu quant à elle. Merci Betsabé. On reste en Orient et dimanche, vous vous en souvenez peut-être, un journal britannique rapportait que l'Iran avait décidé de financer le Hamas à hauteur de plusieurs millions de dollars pour l'aider à reconstruire ces tunnels terroristes dans la bande de Gaza. L'armée israélienne surveille bien évidemment de près les activités du Hamas depuis la guerre qui a fait rage l'été dernier et les habitants eux, ne veulent pas sombrer dans le scepticisme. Maël Ben-Oliel est allé à leur rencontre. De l'autre côté de cette clôture de sécurité, les ingénieurs terroristes du Hamas s'activent.
Il s'active à la construction de tunnels. À l'horizon, une nouvelle confrontation avec Israël. Les signes ne trompent pas. L'Iran aurait transféré des dizaines de millions de dollars à la branche armée de l'organisation islamiste pour la reconstruction de ces tunnels détruits pendant l'opération Bordure Protectrice. Une réalité qui n'a pas l'air d'émouvoir l'un des responsables du secteur frontalier de la bande de Gaza. C'est plutôt calme, même s'il règne ici une tension permanente. Il y a quelques jours, Tsahal a organisé un exercice grandeur nature. Dans cet exercice, des terroristes parvenaient à s'infiltrer et à prendre position ici dans le village. Pourtant, les villages agricoles frontaliers ont été la cible privilégiée des terroristes lors de la dernière guerre. En première ligne, ils le seront encore lors de la prochaine confrontation. Nous savons pertinemment que l'ennemi continue de se renforcer. Il construit des tunnels. Certains d'entre eux sont des tunnels d'attaque. Donc c'est pour cette raison que nous avons certaines attentes de la part du gouvernement et des forces de sécurité. Tout d'abord qu'ils fassent en sorte de traquer et d'identifier les nouveaux tunnels qui se construisent et ceux toujours en place. Ensuite, nous devons faire un effort important pour que Gaza soit reconstruite. C'est l'intérêt des Gazaouis, mais aussi le nôtre, à condition bien sûr d'une démilitarisation. Mais c'est plus difficile à dire qu'à faire. Même son de cloche de la part du porte-parole de l'une des localités de cette région. Notre principale attente, c'est que le gouvernement arrive à une solution diplomatique. Il ne faut pas qu'on nous dise qu'il n'y a rien à faire, car il y a des options. Et si malgré ça, cela ne fonctionne pas, nous pourrons dire que nous aurons tout fait pour éviter un autre cycle de violence. Des paroles sages, alors même que son kibboutz se trouve à peine à 800 mètres de l'enclave palestinienne et que la guerre de l'été dernier a laissé des traces. D'un point de vue personnel, ça n'a pas été facile de s'en remettre. La mort d'un des enfants du kibboutz a été difficile à vivre, mais nous avons surmonté tout ça. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons dans quelle région nous vivons et quel est notre ennemi. Malgré cela, nous pensons que même avec l'ennemi, il faut savoir parler afin d'arriver à une solution. Mais pas une solution militaire, car nous avons vu que ça ne marche pas. Il faut une solution politique. Il ne fait aucun doute pour personne que le Hamas, de l'autre côté de la barrière, s'attelle actuellement à la construction de nouveaux tunnels. Des tunnels d'attaque avec en ligne de mire évidemment un prochain tour de violence. Israël de son côté reste sur le qui-vive. Les habitants des villages frontaliers de la bande de Gaza, quant à eux, profitent d'un calme précaire. Alors calme précaire, c'est-à-dire, Mathias Indar en d'autres termes, que les signes avant-coureurs de la prochaine guerre à Gaza se profilent déjà ? Lorsque l'état-major israélien a accepté le fait qu'il y ait un cessez-le-feu durable, en tout cas la fin de ces 50 jours de combat, l'état-major israélien l'a déclaré, tous les tunnels n'ont pas été découverts. Quand je parle de tunnels, il y a deux sortes de tunnels, des tunnels de contrebande et des tunnels offensifs, dont parle Maël Ménoniel et tous les intervenants dans ce sujet. C'est quoi ces tunnels offensifs ? C'est des tunnels qui partent de Gaza et qui rentrent en territoire israélien à but d'attaque à but terroriste. En ce qui concerne Nahal Oz, c'est particulier parce que Nahal Oz se trouve en face de Sajaya et en face de Gaza City. C'est à peine entre 500 et 800 mètres. C'est un petit tunnel parce qu'il y a des tunnels, par exemple, découverts à côté de Nir Am qui étaient d'une longueur de 2,5 km. Vous voyez la différence. Et pourquoi c'est dangereux ? Parce que le Hamas n'a jamais souhaité arrêter la reconstruction ou la reconstruction ou le réaménagement plutôt de ces tunnels. Voilà pourquoi l'Iran a décidé de mettre tout le paquet, sachant quand même que les infrastructures continuent toujours de passer via les deux points de passage d'Erez et de Kerem Shalom, mais qu'il n'y a toujours pas d'accord sur les matériaux de construction. Pourquoi il n'y a pas d'accord ? Non pas que les Israéliens ou les Nations Unies ne veulent pas qu'il y ait reconstruction dans la bande de Gaza, mais parce qu'il a été très rapidement observé à l'intérieur de la bande de Gaza par notamment des inspecteurs ou des journalistes que ces matériaux de construction étaient destinés
au réaménagement de tunnels. À des fins terroristes. Dror Rachamim, le porte-parole du kibbutz Nahal Oz, parlait dans ce reportage. Il disait il y a toujours quelque chose à faire. On peut toujours opter pour la voie diplomatique. On peut toujours essayer. Concrètement, qu'est-ce qui peut être fait pour lutter contre la reconstruction de ces tunnels de contrebande et de ces tunnels terroristes? Écoutez, l'Égypte a décidé de supprimer toute voie diplomatique. L'Égypte est en train, dans le silence complet, total, de raser 5 km de la bande de Gaza. Un couloir de 5 km, malgré le fait qu'on puisse parler de discussions, de nouvelles discussions, après le fait que le Caire ait décidé de qualifier, de classer le Hamas comme organisation terroriste, on a parlé d'une accalmie. Et pourtant, ce qui est en train de se faire au sud de la bande de Gaza, au niveau de Rafah, eh bien, c'est un couloir de 5 km. L'Égypte a décidé de ne pas opter pour la voie diplomatique, de construire, de repousser totalement les habitants, de les chasser de leur maison et de construire un tunnel, un couloir de 5 km. Est-ce qu'Israël va accepter d'opter pour la même solution? Je ne le crois pas, parce que on aurait directement les projecteurs dirigés vers Jérusalem. Ce qui est en train de se passer, c'est que Israël essaye par tous les moyens d'opter par la voie non officielle, soit des États-Unis, soit du Qatar, pour tenter de repousser les velléités du Hamas pour ne pas de nouveau retomber dans une guerre. Pour autant, Moshe Ya'alon, le ministre de la Défense, ne cesse de le répéter, c'est qu'une question de temps, de semaines, voire de mois, avant qu'il y ait une autre confrontation avec le Hamas. Pourquoi? Parce que l'Iran n'en a pas terminé, et avec le Hamas et surtout avec le Hezbollah. J'ai annoncé la semaine dernière qu'il y a un nouveau tracé des frontières avec le Liban. Pourquoi? Parce que Israël veut éviter absolument ces tunnels offensifs et redessine la frontière avec le nord. Merci Mathias Inbar d'être venu nous en parler ce matin. On se quitte pour un nouveau journal. On se retrouve dans quelques instants et on parlera de cette menace d'Anonymous, une attaque, un holocauste cybernétique sur Israël. À tout de suite. Sur le plateau du Morning Night 24 News, on va terminer cette édition en beauté avec cette présence de Betsabé Salem et Rudy Saad, notre couple, notre duo infernal. Rudy, on commence avec vous. On avait promis que vous nous feriez un petit peu peur ce matin, et cette annonce d'Anonymous, une cyberattaque, un holocauste cybernétique. Oui, c'est ce qu'avait prévu Anonymous. Alors nous sommes le 7 avril, Anonymous l'a dit, l'a promis. Israël va avoir droit aujourd'hui à un holocauste numérique, c'est-à-dire une attaque massive. Et effectivement, dès hier, à peu près 1100 mails et passwords israéliens ont déjà été dévoilés, et des sites comme ceux du parti politique Meretz ont déjà été attaqués. On prévoit, c'est ce qui était un petit peu la moyenne, 1 million d'attaques pendant l'opération Bordure Protectrice l'été dernier. On prévoit à peu près 1 million d'attaques cybernétiques aujourd'hui, venues généralement du Maroc, d'Irak, des territoires palestiniens et de Syrie. Donc on fera le bilan complet demain matin de cette journée annoncée comme une journée noire sur les ordinateurs israéliens. En attendant, si vous habitez Israël, la première précaution à prendre dès la fin du morning, c'est de changer les mots de passe de vos messageries et de changer tous vos mots de passe. Vous avez entendu, Betsabé, changez vos mots de passe. C'est fini avec les anciens mots de passe que vous possédiez, puisqu'Anonymous est là et nous menace. On va continuer dans un autre registre. On s'intéresse à... Sans transition. Tout à fait, sans transition aucune. J'essaierai pas de faire de lien, promis. On s'intéresse à la ruée des grandes marques vers ces extensions .porn et .adult. Oui, alors on connaissait les .com, les .fr, les .org. Au total, il existe 360 types d'extensions. Alors c'est l'ICANN, un organisme américain, qui est chargé de les créer, de les attribuer, de les réglementer en dehors des extensions nationales, les .fr, .il, etc. Alors le 1er juin prochain, les internautes vont voir arriver un tas de nouvelles extensions, dont les fameux .porn et .adulte. Alors on aura bien compris que ces extensions renverront à des sites pornographiques. C'est pourquoi les
les grandes marques se sont précipitées pour éviter un phénomène qui s'appelle le cyber-squatting. En clair, l'idée c'est d'empêcher qu'un petit malin, un internaute lambda, achète par exemple un Microsoft.porn ou un Apple.adulte pour y diffuser un message, un mauvais message, ou pire, y mettre un site pornographique. Alors les marques font très attention à ça, c'est pourquoi Apple, Google, Microsoft, Facebook, IBM, Nintendo, Nike, McDonald's, BMW et vous l'aviez dit, Betsabé, même la chanteuse Taylor Swift ont déjà acquis leur point porn et leur point adulte. Question donc d'image. Voilà, fallait donc acheter avant si on voulait faire quelques millions ces extensions. Mais pourquoi concrètement on a besoin de ces nouvelles extensions spécialement réservées aux sites pour adultes? Eh bien tout simplement parce que l'industrie du porno sur Internet est toujours en croissance. C'est même un des grands moteurs de croissance du net. C'est un excellent dossier du site The Nextis qui donne un panorama en chiffres de ce que cela représente. Alors rien que l'industrie du porno sur Internet aux États-Unis génère chaque année 97 milliards de dollars, dont 12 milliards rien qu'aux USA. Betsabé, ne vous penchez pas sur l'écran, il n'y aura pas d'image. Il n'y aura pas d'image. Il existe 400, on va revoir l'infographie, il existe 420 millions de pages porno dans le monde à l'heure actuelle et le site YouPorn reçoit chaque jour plus de 100 millions de visiteurs pour une visite qui est à peu près d'une moyenne de 12 minutes, mais les chiffres de fréquentation sont bien plus hauts chez les jeunes générations. En France, le développement... 12 minutes, c'est en une fois ou c'est plusieurs visites? Non, la visite dure 12 minutes et il y a 7 minutes en moyenne par mois. Là, en France, le développement de l'industrie porno sur Internet a fait passer le chiffre d'affaires de l'industrie de 100 millions d'euros annuels à 200 millions et a complètement redessiné ce secteur. Et du coup, le modèle commercial pour ce genre de site, il s'organise comment? Comment on génère autant d'argent? Alors, en fait, déjà, on attire par la gratuité du contenu. Le contenu classique, c'est assez facilement accessible et gratuitement sur Internet. Alors, sachant que cela provoque un phénomène d'accoutumance, les utilisateurs et utilisatrices, 70% d'hommes, 30% de femmes, deviennent peu à peu prêts à payer et le prix moyen d'une inscription à un site web pornographique est en moyenne dans le monde de 25 $, mais un Américain dépense annuellement 44 $, un Finlandais 156 $, un Japonais 156 $ et un Finlandais et un Coréen du Sud 526 $ par an de budget dans les inscriptions au site internet. Alors ça c'est pour les occidentaux, hein, on va les schématiser comme ça. En dehors de l'Occident, comment alors là il y a bien c'est bien la surprise en fait de cette étude qui a été menée par Mehdi Regal de ce papier, c'est que l'industrie du porno est bien plus florissante dans les pays du Moyen-Orient que partout ailleurs dans le monde. Regardez ces chiffres, pour 100 internautes du monde arabe, il y en aura en moyenne 52 52 recherches par mois qui vont contenir le mot sexe. Dans le Moyen-Orient, 21 aux États-Unis et 45 en France. La France reste la France, bien évidemment. On voit aussi que chaque mois, le mot-clé sexe est tapé 320 fois par un Irakien, 159 fois par un Libyen, 149 Alors, sur ce fois. schéma, on voit que c'est l'Irak qui est en tête. Ah oui, absolument. Voilà, c'est le les petits triangles rouges que vous voyez à gauche, là, ça représente les pays occidentaux par rapport en violet aux pays. Donc les occidentaux sont des petits joueurs. Il y a Israël qui figure sur cette liste? Non, Israël ne figure pas dans cette étude et on apprend que on tape dans les territoires palestiniens 127 fois par mois le mot sexe dans un moteur de recherche. Et sachez pour finir que SimilarWeb, c'est une entreprise britannique qui est spécialisée dans les technologies de l'information, elle a révélé dans une étude que l'Irak et l'Égypte sont les sites où il y a les pays dans lesquels il y a la plus grande proportion de sites pornographiques. Ça ne veut pas dire que évidemment les États-Unis en ont plus sur leur territoire, mais en fait il s'agit du rapport entre le nombre de sites adultes et le nombre total de sites hébergés par le pays. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les conséquences du porno, parce qu'il y a aussi des conséquences sur la santé, conséquences sur les naissances, la santé mentale, la santé physique, je vous renvoie à ce grand dossier sur thenextis.com. Et des conséquences aussi sur les guerres peut-être, puisque c'est intéressant ce ratio entre l'Irak et l'Égypte qui ont l'offre la plus importante par habitant. Merci beaucoup, Rudy, d'avoir fait le point
sur ce nouveau phénomène, en tout cas. Il fallait le faire. On va passer à un autre sujet à présent et parler un peu d'Israël, puisque vous le savez, Israël est au top dans le domaine des startups. On appelle Israël The Startup Nation. Les applications mobiles naissent beaucoup ici, les cartographies également. Avancée majeure également dans le domaine des biotechnologies et de la médecine. Lise Barenbaum nous condense le meilleur des jeunes pousses israéliennes. Un reportage qui a été réalisé par les équipes de Midi Ensemble. Avec plus de 3000 entreprises de high-tech sur un territoire de 21 km², Israël est le deuxième pays le plus performant dans le domaine après les États-Unis et leur Silicon Valley. Justement, en Israël, il y a la Silicon Wadi, une zone qui concentre les entreprises de high-tech dans le centre du pays, autour de Tel Aviv, avec des poches près de Haïfa et de Césarée. Israël investit 4% du PIB dans la recherche et le développement, soit 2 fois plus qu'en France et 1,5 fois plus qu'aux États-Unis. Et les firmes américaines ne s'y trompent pas, elles se déploient sur le territoire israélien. Microsoft, Google et même Apple qui vient d'ouvrir un nouveau centre de R&D à Herzliya. L'année dernière, les entreprises de high-tech israéliennes ont été vendues pour 15 milliards de dollars. L'application de téléphonie gratuite Viber a par exemple été revendue pour 900 millions de dollars. Les universités israéliennes y sont pour quelque chose. À Haïfa, le Technion, parrainé par Albert Einstein et fondé en 1924, enseigne le numérique, la physique, le big data, etc. à ses 13 000 étudiants. Au cœur de cette révolution scientifique, il y a la recherche médicale florissante en Israël. Parmi les récentes innovations, un exosquelette appelé Rewalk, développé par la société Argo Medical Technology, qui permet aux personnes paraplégiques de se tenir debout et de marcher à nouveau. Il est aujourd'hui coté à hauteur de 50 millions de dollars sur les marchés américains. Autre découverte, la vidéocapsule développée par la société Given Imaging en 2000, qui permet de faciliter l'exploration du tube digestif. Toujours en biotechnologie, l'Université de Jérusalem a créé un nouveau type de manchon gastrique appelé MetaboShield, un procédé révolutionnaire qui rétrécit l'estomac sans passer par la chirurgie. Le professeur Hossam Chaïk a quant à lui développé le Sniffone, un capteur qui peut se greffer sur un smartphone, sensible aux odeurs, capable de détecter un cancer au stade embryonnaire. Toujours dans l'univers de la téléphonie mobile, l'application Mobile Oddity permet de détecter un cancer du col de l'utérus. À l'aide d'un manche et de capteurs ultrasensibles, il peut remplacer une authentique coloscopie. Une méthode qui pourrait aider les 2 milliards de femmes privées d'examens médicaux trop coûteux pour leur pays. Signe que l'expansion technologique d'Israël est en marche, les sociétés préfèrent désormais entrer en bourse plutôt que de se faire racheter. Et voilà, ça fait du bien de temps en temps d'agiter le drapeau bleu-blanc. Allez, Betsabé, les 5 clics, c'est à vous. Et on commence par des conseils pour les filles. On reste dans la même mouvance. Vous avez trouvé la perle rare. Eh bien, le Guardian vous aide à la garder, ou plutôt à le garder. Comment maintenir votre partenaire accro comme au premier jour. Eh bien, le quotidien britannique a dressé une panoplie de conseils recueillis pendant des années dans les magazines féminins, avec quand même un filtre expérimenté, nous dit-on. Ainsi, pas de maquillage, mais vous devez avoir l'air d'une bombe sexuelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sinon, il ira voir la secrétaire, apprend-on. Le conseil de l'actrice américaine Eva Mendes, selon lequel il faut à tout prix éviter les survêtements, première cause de divorce. Le suivre, portez des talons, mais ne soyez pas plus grande que lui au risque de l'émasculer. Quand je dis talons, je parle de hauts talons, parce qu'il n'y a rien au monde qu'un homme trouve plus sexy, quand bien même vous vous tordez la cheville à chaque coin de rue. Et quand vous vous fracassez par terre, talons oblige, eh bien, souriez, les amène ça. Très bien. On va s'adresser aux messieurs maintenant. Rudy confirme. On va vous en dire un peu plus sur la barbe des messieurs. La barbe. Alors décidément féministe, hein, la presse britannique en cette période de Pâques. Est-ce à cause du succès éclatant de sa femme styliste en vogue que David Beckham a adopté le mode primate, entendez, semi à la barbe, demande le Télégraphe, illustrant cette question d'un glorieux parallèle, donc comme vous pouvez le voir sur vos écrans. Alors pourquoi un tel lien de causalité? Eh bien parce que selon le quotidien britannique, les hommes se laissent instinctivement pousser la barbe
1, pour provoquer l'attraction des femmes, et 2, pour afficher leur domination face aux autres hommes, pour paraître plus agressifs grâce à leur flamboyante moustache, écrit-il. Alors ce sont en fait les chercheurs de l'université de la Western Australia qui l'affirment. Pression oblige, les mâles des grandes villes ont ainsi développé cette étiquette ostentatoire de la même façon que fait, je cite, le singe nasique avec son long nez ou l'orang-outan avec la graisse qu'il amasse sous ses joues. D'ailleurs, parmi les 154 espèces de primates étudiées, celles qui se laissent aller à ces étiquettes et sont systématiquement celles confrontées de façon régulière à des conflits physiques et sociaux et à un manque de reconnaissance individuelle. Et ben voilà, il y a du règlement de compte dans l'air ce matin. Regarde si je suis bien rasé. Oui, je suis bien rasé. Vous n'aurez pas la barbe, hein, vous. Non, mais par contre, on sait, il y a une étude qui a montré que c'était un nid à microbes. La barbe de hipster est un nid à microbes. Bon, on va s'arrêter là. C'est le matin quand même. Bonsoir. Allez, cinéma à présent. Il y en a un qui n'a pas souvent la barbe, c'est James Bond. Alors, on s'intéresse à son tableau de chasse. Ouais, savez-vous combien d'homicides l'agent 007 a commis? Un petit nombre, Rudy. Je sais pas, une bonne centaine. Eh bien, permis de tuer, c'est le moins qu'on puisse dire. 387. Et oui, de Sean Connery à Daniel Craig, les James Bond ont tué pas moins de 387 méchants ou empêcheurs de tourner en rond. Lorsqu'il est en mission, le héros de Ian Fleming ne fait plus dans le détail, ironise Le Figaro. Et puisqu'on y est, sachez que le plus doué en la matière, c'est Pierce Brosnan, 135 victimes à son actif. En 4 films, ça fait presque 34 victimes par film. Et ben voilà, à ne pas reproduire à la maison. On reste dans le rayon cinéma, on continue avec des victimes, mais d'un autre genre cette fois. Ouais, un acteur qui fait tomber les filles, c'est George Clooney, le sexe symbole tient à sa vie privée. Et le maire de Lallio, en Italie, se sent particulièrement concerné. En effet, la commune de Lallio se trouve aux abords du lac de Côme, c'est là où se trouve la villa de Clooney et de sa fraîche épouse. Ainsi, le maire a annoncé que quiconque s'approcherait de la villa Oleandra, eh bien, dérangerait le couple le plus glamour du monde, excite la Repubblica, se verra, attention, infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 €. Alors l'ordonnance a ainsi été placardée à côté de l'interdiction de pêcher dans la zone. Aux paparazzi amateurs, notez que le dit dérangement implique l'approche de la maison par la mer ou à moins de 100 mètres de distance. Vous voyez, divieto di pesca. Et voilà. Interdit de pêche. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont toujours ensemble, parce qu'il y avait eu des rumeurs. Hein, ils sont toujours ensemble. De ce que j'en sais, vous savez, moi, je suis plus ces affaires de barbe. Donc. Mais on reste dans le monde des stars. Il est question d'une femme qui, cette fois, semble moins tenir à préserver son intimité. Hein. Et oui, on parle de Madonna nue, et Madonna nue exprès. On s'en serait presque douté. Et pourtant, à 56 ans, eh bien, la chanteuse a posté une photo d'elle. Haussement de sourcil de Rudy. Comme si c'était... Non, mais rien de nouveau, quoi. Ouais, voilà. Une photo d'elle entièrement nue sur Instagram, un cliché assorti néanmoins d'une réflexion. Et oui, pourquoi est-il possible de montrer ses fesses et pas ses seins? On se noie dans l'hypocrisie des réseaux sociaux. Voilà de quoi méditer. Donc, grâce à Madonna, avec comme arme de suggestion ce bandeau noir qui cache ce que l'on ne saurait voir. Alors la reine de la pop aurait été en fait quelque peu remontée. Pourquoi? Après qu'une autre photo laissant elle apparaître un téton a été supprimée par les administrateurs d'Instagram. Alors pas vraiment dupe, le magazine Elle soupçonne quand même des envies de pub, surtout alors que le dernier album de Madonna, c'est donc Rebel une Heart, photo récente. C'est une photo a priori récente. Oui, et pas retouchée. Ça, bien sûr que si, il n'y a pas de no filter écrit. Complexe, évidemment. Alors la question du jour, mieux vaut montrer ses seins ou ses fesses? Je vous laisse à cette réflexion. Et voilà, c'est... Je réfléchirai. Merci beaucoup Betsabe, merci à vous Rudy, merci à ceux qui ont réalisé et préparé cette émission et à vous de l'avoir suivi. On va se quitter pour un tout nouveau journal présenté par Dror et Sapir. Je vous souhaite quant à moi une excellente journée sur iTunes.